Bonjour à tous, alors je vous fais la courbe de l'ébullition de l'eau. Alors pour gagner un petit peu de temps, j'ai déjà tracé les axes. Alors si vous regardez, je vais vous montrer un petit peu, hein. J'ai tracé ici un axe vertical. À l'extrémité de cet axe, j'ai mis ce que c'était comme grandeur physique, la température en degrés Celsius. Ensuite, j'ai commencé à graduer ici à 0. Et ensuite, chaque centimètre, j'ai mis 10 degrés. Et j'arrive ici, comme ça, à 130 degrés. Vous voyez, j'ai quand même une courbe qui est quand même assez large. Ensuite, à partir de 0, j'ai tracé mon axe horizontal. Et je vous donnais l'échelle. Il fallait mettre ici, pour 2 centimètres, il fallait mettre 1 minute, 2 centimètres, 1 minute, et ainsi de suite. Voilà, comme ça, vous avez déjà les deux axes qui sont tracés. On va gagner un petit peu de temps sur la vidéo. Ensuite, vous aviez les points qu'il fallait tracer sur la courbe. Alors j'ai déjà tracé le premier. Si vous regardez dans les valeurs que vous aviez à mettre, à t égale 0, vous avez ici une température de 18 degrés. Ensuite, à t égale 1, vous avez une température de 35 degrés, donc vous mettez un plus ici. J'insiste, des plus, pas des multipliés. À t égale 2 minutes, vous aviez 55 degrés ici, donc on met la courbe le plus ici. En 3, c'était 75 degrés, donc ici. En 4, 90 degrés, voilà, ici 90 degrés. Ensuite en 5, c'était 98 degrés, donc pratiquement 100, on va se mettre ici. Ensuite pour 6, 7, 8 et 9, vous aviez 100 degrés Celsius. Donc vous mettez ici 6, un plus. Pour 7, ce sera ici. Pour 8, là. Et pour 9, ici. Ensuite, la température augmente à partir de t égale 10. À t égale 10, la température est de 110 degrés Celsius, donc vous mettez un plus ici. À 11, c'était 120, donc ici 120, voilà, sur votre papier. Et à t égale 12, c'était 130. On ne va pas se tromper, 130, c'est ici. Donc vous avez mis des plus partout, hein, surtout pas des multipliés. Et ensuite, vous tracez votre courbe. Alors, on va prendre une autre couleur et un peu plus gros. Et vous tracez pas point par point, vous tracez à main levée. Il faut que la courbe soit la plus harmonieuse possible, hein. Donc on va faire quelque chose qui ressemble à ça. Voilà, comme ça. Voilà, hop, on a quelque chose d'assez droit. Et ensuite, la température, elle se met à augmenter. Voilà la courbe que vous devez obtenir à peu près. Bon, c'est pas évident à tracer à la main. Donc maintenant, ce qu'il faut bien comprendre dans ce type de travail, c'est qu'il y a deux parties. Une première partie, c'est d'apprendre à construire une courbe. Bon, visiblement, je pense que vous savez le faire. Mais ensuite, l'idée, ce serait d'apprendre à interpréter cette courbe. Parce que quel est l'intérêt de cette courbe? On voit quoi? Qu'est-ce qu'on peut voir? On voit ici, on chauffe de l'eau à l'état liquide. La température de l'eau augmente. Bon, c'est assez banal, hein. Si vous chauffez de l'eau, la température de l'eau augmente, rien de bien particulier. Mais seulement, si vous regardez, vous continuez de chauffer l'eau, et là, vous vous apercevez que bien que vous continuiez à faire chauffer de l'eau, ben, la température de l'eau n'augmente pas. C'est quand même assez bizarre. Vous pouvez chauffer, 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 la température reste à 100 degrés. On se demande bien pourquoi. Et quand est-ce que l'eau se remet à chauffer? C'est dans cette partie-là de la courbe. Alors pourquoi est-ce que ici la température augmente? Pourquoi est-ce que ici la température augmente? Et pourquoi ici est-ce que la température n'augmente pas? Alors qu'on continue à chauffer l'eau exactement de la même manière tout le temps. Alors c'est là qu'on va donner quand même quelques petites explications. On va effacer tout ça. Ce qu'on peut faire, c'est tracer des lignes verticales exactement comme on l'a fait la dernière fois quand on a fait passer l'eau de l'état liquide à l'état solide. C'est-à-dire qu'on va prendre une autre couleur ici. On va se mettre à peu près ici, comme ça, à t, même on peut se mettre à t égale 5. Alors on peut, voilà, on va faire un petit trait comme ça. Oups, ici un autre petit trait comme ça. Alors on va séparer un peu les différentes parties de la courbe, hein. Alors qu'est-ce qu'on peut voir sur cette courbe? Ici, l'eau, elle est à l'état liquide. Voilà. Donc quand la température est inférieure à 100 degrés Celsius. Ici, l'eau, elle est sous forme de vapeur, de gaz. Et ici, bah, vous avez un équilibre entre l'état liquide et l'état gazeux. Alors quand je dis équilibre, qu'est-ce que ça signifie? On va essayer de comprendre un peu les choses. Alors ce que je vous propose, on va éliminer un petit peu certaines choses qui m'ennuient là, ici, et puis je vais vous faire un petit dessin en dessous. Alors on va imaginer, vous prenez un récipient comme ça, voilà,
Et puis ce récipient, vous le chauffez. Voilà, on imagine. Dans ce récipient, vous avez mis de l'eau, ici. Donc au départ, l'eau, elle est à l'état liquide. Et puis vous la chauffez. Vous mettez un thermomètre, vous mettez un thermomètre à l'intérieur, comme ça, on imagine que ça c'est un thermomètre ici. Et puis vous remarquez que plus vous chauffez, plus la température de l'eau augmente, c'est-à-dire c'est cette partie-là de la courbe. Bon, bah rien de particulier. Hein. Seulement, qu'est-ce qui va se passer à peu près ici, là? Ici, là. Là, il va y avoir une première bulle de vapeur qui va apparaître dans l'eau. Et ensuite, ici, puis ici, qu'est-ce qui va se passer? Une autre bulle de vapeur, puis une autre bulle de vapeur, et ainsi de suite. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc l'eau à l'état liquide va de plus en plus se transformer en vapeur. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? Je change de couleur là. Qu'est-ce qui va se passer à cet endroit-là, exactement ici? Eh ben, à cet endroit-là, il ne restera plus dans l'eau, enfin dans le récipient, pardon, que une petite particule d'eau à l'état liquide. Tout le reste de l'eau sera passé à l'état gazeux. Et quand est-ce que la température va de nouveau se mettre à augmenter? C'est quand toute l'eau sera passée à l'état gazeux. Donc tant que vous avez de l'eau à l'état liquide, la température ne peut pas augmenter au-delà de 100 degrés Celsius. Alors je vais vous donner une utilisation de ça. Est-ce que dans la vie de tous les jours, c'est quelque chose qu'on peut utiliser? Ben oui, vous allez voir. Alors peut-être que vous le savez déjà, mais vous avez peut-être à la maison une cocotte minute. Hein. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'une cocotte minute, il faut regarder dans un dictionnaire ou vous demandez à vos parents, mais je vous montre. Hein. Une cocotte minute, c'est en gros un récipient comme ça, hein, mais qui est fermé, comme ça. C'est hermétique, c'est fermé, et puis au-dessus, il y a une espèce de petit système là pour limiter la pression, puis bien sûr, il y a une poignée. Bon. Quand je prends une casserole classique, voilà, je vais dessiner une casserole ici, pouf, bon, moyen. Je mets de l'eau, ici je chauffe, voilà, je mets une pomme de terre à l'intérieur, et puis je fais chauffer ma pomme de terre. Bon, tant que vous avez de l'eau à l'état liquide, votre température, au maximum, elle pourra être de 100 degrés Celsius. Elle ne pourra jamais être supérieure à 100 degrés Celsius, donc pour faire cuire vos pommes de terre, il faudra un certain temps. Maintenant, on va prendre la cocotte minute, qui est ici. On va mettre un tout petit peu d'eau comme ça dedans. Voilà, un tout petit peu d'eau. Pareil, on le fait chauffer comme ça. Qu'est-ce qui va se passer? Cette eau qui était à l'état liquide, elle va passer à l'état vapeur. Bon, dedans, vous avez toujours votre pomme de terre. Et comme l'eau qui était à l'état liquide va passer à l'état vapeur, il n'y aura plus du tout d'eau à l'état liquide, votre température ici, vous êtes dans cette partie-là de la courbe, ici, à l'intérieur, votre température, elle sera supérieure à 100 degrés Celsius. Et comme votre température sera supérieure à 100 degrés Celsius, votre pomme de terre, elle pourra cuire plus vite. Voilà un peu l'un des buts de l'utilisation de cette courbe. Bon, j'espère que vous avez compris. Ah oui, une dernière chose aussi, un mot que vous devez absolument apprendre. Cette partie-là, là, qui est plate, on dit que c'est un palier. Un palier, P-A-L-I-E-R. Alors imaginez quand il y a un immeuble qui a plusieurs étages, à chaque étage, il y a un palier. Alors, une dernière chose que vous devez savoir, je vais tourner la page parce qu'il y a un peu trop de choses dessus. Voilà, ici. On a déjà vu en classe la notion de corps pur. Un corps pur, c'est un seul constituant. Voilà, un seul constituant. Sinon, on dit que c'est un mélange. Mélange, hein, plusieurs constituants. Avec un S, bien sûr. Alors, si on a un corps pur, il existe un palier dans la courbe. Donc si jamais vous inventez une nouvelle substance et vous voulez savoir si cette substance est pure, donc si elle n'est composée que d'un seul constituant, vous tracez soit la courbe de solidification en abaissant la température, soit vous construisez la courbe d'ébullition en augmentant la température. Et si sur votre courbe apparaît un palier, c'est-à-dire que vous aurez une partie horizontale comme ça, donc avant ça peut être comme ça, puis après ça peut être comme ça, si vous avez une partie horizontale sur votre courbe, à ce moment-là, vous êtes sûr d'avoir un corps pur. Donc c'est une des méthodes pour savoir si un corps que vous fabriquez est pur. S'il n'est pas pur, il faudra le purifier. Donc là, il y a différentes techniques que vous apprendrez un peu plus tard.
Voilà, donc la vidéo est terminée. Je vous souhaite de bonnes vacances, puis on se revoit, ben, je sais pas quand, on verra. Voilà, à plus tard.